autour du couac du jour sur les impôts. David Assouline fronce les sourcils, il est notre premier invité sur ce plateau. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous êtes face à Bruno Retailleau, le patron des sénateurs UMP. Mais avant de vous interroger tous les deux, de vous faire débattre, je vous propose de réécouter quelques propos. C'est ceux de Najat Vallaud-Belkacem. Elle se réjouissait au nom du gouvernement et au nom de nous tous sur cette opération spatiale européenne. On parle bien sûr du robot Philéa. On écoute la ministre. C'est une réussite qui est une première mondiale et qui témoigne de l'excellence de la recherche française, de l'excellence de la recherche aussi européenne dans le domaine du spatial et qui nous donne franchement une énergie renouvelée pour poursuivre notre politique en la matière. J'ajouterai un mot plus personnel. Hier, en assistant donc à cette réussite, je me disais quand même qu'il y avait beaucoup d'émotions à voir cela un 12 novembre, c'est-à-dire le lendemain du 11 novembre, pendant lequel nous commémorions 100 ans après les déchirements qu'avait connu le continent européen. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons au contraire nous réjouir de la coopération que l'Europe est capable de produire en la matière. Voilà, au moins une réponse lors de cette séance des questions d'actualité au gouvernement qui fera consensus, n'est-ce pas Bruno Retailleau? Absolument, ça nous permet de prendre de l'altitude, ça nous permet de croire en une Europe forte, une Europe des projets, une Europe qui ne s'occupe pas de petits détails mais de l'essentiel. L'espace, la recherche, l'avenir c'est l'essentiel. C'est là principalement que les citoyens français mais aussi européens attendent d'Europe. Même s'il y a encore quelques incertitudes sur les réussites autour de cette mission. Mais effectivement, tout le monde se félicite, David Assouline, avant d'aborder les autres thèmes d'actualité. Oui, et c'est un fait et une réussite qui vient faire une pédagogie gigantesque. On a souvent des difficultés dans les débats européens depuis une quinzaine d'années. Et on voit comment Marine Le Pen fructifie sur l'idée que l'Europe, ça sert à rien, ou alors ça fait régresser. Et ça nous montre aussi le gâchis qu'il y a pu avoir, parce que si on avait fait la même chose sur le numérique, par exemple, tous les pays européens mettant leur puissance financière, de recherche, d'innovation ensemble, eh bien peut-être qu'il y aurait eu des concurrents à Google et à d'autres. Et donc Il n'est pas trop tard. C'est un bon signe pour l'avenir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Ah non, il est vraiment pas trop tard. Il faut encore se battre pour. Mais c'est une réponse, je pense, à tous ceux qui prônent le repli sur soi. Aujourd'hui, l'Europe, ça peut être ça et ça peut être du bien-être pour tous. Il n'est pas trop tard, effectivement, pour lancer encore des grands programmes européens. Encore faut-il qu'il reste des sous dans les caisses. On va parler des impôts dans quelques instants. Et de la volonté aussi. Et de la volonté politique. Ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est d'abord un problème de volonté. Sur l'énergie, c'est la même chose. Premier thème que je voulais aborder avec vous cet après-midi. Bruno Retailleau, vous avez poussé un coup de gueule hier contre la mission sur les institutions lancée par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Vous refusez qu'un sénateur de la majorité de droite ici au Sénat y participe. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne nous l'a pas proposé. Il a demandé à ce que deux sénateurs participent à cette mission. Il a demandé à un sénateur qui est un sénateur du Parti socialiste et une sénatrice qui est du MoDem. Le MoDem... c'est un parti que je respecte, mais il n'a pas 143 sénateurs. Donc j'ai protesté, tout simplement parce que c'est une affaire grave. Je pense qu'il est le président de l'Assemblée nationale, et ça n'est ni la bonne méthode, parce qu'il organise un groupe où la gauche sera ultra majoritaire, et en plus, ça n'est pas le bon moment. Je pense que si le président de la République a encore quelques manettes, c'est grâce aux institutions de la Ve République, et je pense que les Français veulent des réformes, des vraies réformes, et non pas des prétextes de réformes pour faire oublier les échecs. Est-ce que vous diriez que Claude Barthelone est sectaire alors, s'il ferme un peu la porte aux sénateurs UMP? Je dis simplement que concevoir une réforme des institutions en oubliant le Sénat, en faisant fi du bicamérisme, c'est une faute. David Assouline, juste une question sur ce point. Est-ce que finalement le levier de la réforme institutionnelle, c'est un peu tout ce qui reste à François Hollande pour la fin de ce quinquennat? Non, je sais très bien que beaucoup étaient en embuscade avant son émission parce qu'on s'attendait à ce qu'il parle de cela. Il a parlé du chômage, des problèmes des Français, des problèmes immédiats. Mais il ne faut pas faire de démagogie ni de populisme. La question du fonctionnement de la démocratie, quand il y a en plus des difficultés économiques,
eh bien c'est à ces moments-là où on est le plus interpellé. Est-ce que la ça doit rester population, est-ce que le secondaire par peuple... rapport au problème du chômage, par rapport au problème économique? C'est pas secondaire, on doit tout traiter. En tous les cas, ça ne doit jamais affecter le fait que toute l'attention et les moyens soient mis sur les questions économiques et sociales. Mais très franchement, tout le monde voit bien qu'il y a des institutions qui parfois fonctionnent de façon inefficace puisque les Français ne se sont pas représentés. Et réfléchir à ça, quand ils proposent de sénateurs, vous pouvez être positif et dire, eh bien, on voudrait, à la place du MoDem, je veux, moi, M. Retailleau, y participer. Je veux juste dire une chose qui concerne le Sénat sur les questions de démocratie et d'amélioration du processus législatif et de la crédibilité du parlementarisme. J'ai présidé pendant 3 ans une nouvelle commission qui a été instituée ici, de contrôle de l'application des lois, qui est un vrai sujet. Qui vient d'être supprimé par le président Gérard Larcher. Je ne sais pas si c'est officiel. En tous les cas, il a manifesté son intention de la supprimer. Or, tous les dirigeants ici de droite au Sénat ont loué le fait que cette commission existe parce que tout le monde a reconnu, à travers les travaux que j'ai menés de façon consensuelle dans cette commission, que c'est bien de faire la loi, il faut qu'elle soit de qualité, et il faut surtout penser à qu'elle s'applique pour les citoyens, parce que c'est la légitimité de ce que nous faisons qui est en jeu. Quand des lois n'ont pas de décret, ou qu'ils tardent à arriver, ou qu'elles soient trop bavardes, les citoyens ne voient pas l'utilité du Parlement, et donc, je pense que c'est une régression démocratique, cette décision de M. Larcher, quand elle sera officialisée. La réponse de Bruno Retailleau sur ce point. Elle est claire. Ce qu'il faut, c'est de bonnes lois et moins de lois. Multiplier les commissions d'application de lois, etc., etc. Je vais vous dire, non, mais vous proposez ce genre de choses, ce n'est pas ce qui améliorera la compétitivité française. Ça n'est pas ce qui améliorera demain l'emploi ou la situation de la compétitivité de la France. Ce sont des machins qui peuvent intéresser quelques parlementaires, mais les Français s'en fichent complètement. Là. Démago. Alors David Assouline, parlons peut-être du nouveau couac gouvernemental du jour autour de la pause fiscale. On avait cru comprendre, d'après ce que nous a dit le président de la République jeudi dernier, que cette pause fiscale a été décrétée pour 2015. Pour 2016, et bien ce matin, le ministre du Budget, Christian Eckert, semble dire que peut-être il pourrait y avoir de nouvelles taxes. On ne sait plus très bien qui croire. Non, très franchement, je crois qu'il y a un capitaine qui a dit des choses très claires avec des engagements très clairs devant. Il y a un chef de l'État qui, sur une question importante, majeure, a donné un cap et a donné des directives strictes. Après, je sais très bien comment les fiscalistes, les grands spécialistes et les commentateurs peuvent essayer de dire qu'une taxe, même la redevance par exemple, peut être considérée parfois comme un impôt supplémentaire alors que c'est une recette affectée, que ce n'est pas la même chose. Donc sans rentrer dans la technique, globalement, il y a un cap qui a été fixé. Et M. Sapin tout à l'heure a rappelé les efforts budgétaires et les économies qui sont engagées. Ça ne pèse pas lourd par rapport à ce qu'on nous brandit sur la taxe d'habitation ou d'autres choses qui sont peanuts par rapport aux réductions d'impôts massives qui sont engagées par le gouvernement. Ce cap fixé, Bruno Retailleau, est-ce qu'il est tenable selon vous ? Ce n'est pas le problème, c'est qu'il y a des caps successifs, des changements de bord constants, des couacs. On en a entendu encore un ce matin. Il est clair que le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas d'impôt de plus en 2015. En 2015, virements de bord. Exactement. En 2015, il n'y a pas d'impôt supplémentaire. Or, c'est faux. C'est un nouveau mensonge. Pourquoi vous dites ça ? Tout simplement parce qu'il y aura une kyrielle d'impôts supplémentaires. La redevance, il y aura la taxe sur l'électricité, il y aura le gazole, il y aura une somme d'impôts, sans doute une dizaine de plus, qui viendront surcharger, encore une fois, les ménages, les entreprises. Pourquoi vous ne mettez pas des chiffres les uns face aux autres ? C'est tout simplement, est-ce qu'il y aura, par exemple, sur les résidences secondaires, c'est-à-dire que quand il y a 3 milliards de moins d'impôts, c'est même pas resté au même niveau. Le prélèvement. Pour ceux qui payaient l'impôt sur le revenu et qui sont en difficulté, c'est-à-dire parmi les plus démunis, c'est un signe qu'on donne aux Français. Mais vous préférez parler des dividendes, par exemple. C'est pas totalement le public des Français et de la majorité des Français. J'ai entendu la question qui a été posée. Et la taxe sur les résidences secondaires. Bon. Voilà, je vois ce que vous mettez dans la balance. Vous voulez d'abord servir les plus favorisés. Nous, on essaye de baisser les impôts pour la grande majorité des Français qui vivent difficilement. Simplement, le juge de paix, ce sera les Français, tout simplement. Voilà. Et les Français comprendront tout simplement dans leur porte-monnaie ce qui se passera en 2015. Christian Eckert, qui est quelqu'un de responsable, nous a déjà avertis, mais nous le savions avant même
ce couac-là. Alors très rapidement tous les deux Oui. pour terminer, une question chacun sur des sujets qui vous concernent avant de recevoir de nouveaux invités. Sur l'affaire de la mort de Rémi Fraisse, David Assouline sur l'affaire Sivins, l'absence de réaction dans les premières 48 heures du gouvernement reste incompréhensible pour beaucoup. Qu'est-ce que vous aviez envie d'ajouter sur ce dossier? Je sais que vous vouliez intervenir sur ce point. Non, ce que je veux dire, il y a eu effectivement dans les heures qui ont suivi des retenues, un communiqué du procureur. Je veux quand même souligner que la justice a pu travailler tout de suite de façon indépendante, établir déjà des éléments de transparence et que des rapports vont être rendus très vite, ce qui tranche. Des retenues de la part de qui? De Non, la mais gendarmerie? je crois qu'en plus, Du ministère de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est exprimé dans notre hémicycle de façon assez digne, et je pense qu'il n'est pas en cause. Mais j'ai envie de dire, tout de suite, une mesure a été prise par ce qui était déjà établi comme cause de la mort, qui est la grenade explosive, le fait de les suspendre. Je pense que s'il s'avérait au résultat de l'enquête que c'est bien cette arme-là qui a provoqué la mort et qu'elle est dangereuse dans le cas de maintien de l'ordre sur des manifestations, il faudra arrêter avec ce type de grenade et ce type de moyens de maintien de l'ordre. Bruno Retailleau, une question. Et pas seulement suspendre. Pas seulement suspendre, tout à fait. Bruno Retailleau, une question peut-être sur la Juppé-mania qui sévit en ce moment et qui atteint même des journaux plutôt de gauche, comme Les Inrecuptibles, qui fait sa une avec Alain Juppé cette semaine, qui déclare dans une longue interview qu'il est favorable à l'adoption par des couples homosexuels et qu'il ne reviendra pas également sur les mariages qui ont déjà été conclus entre homosexuels. Quelle est votre réaction? Ça fait partie des débats qui peuvent diviser la droite. mouvement. C'est parfaitement naturel que sur des positions qui engagent l'intime, qui engagent la conscience de chacun, qu'il y ait ces positions qui peuvent être encore une fois très diverses. Moi, j'ai lutté ici pendant des heures au Sénat contre le mariage la pour loi tous. Taubira. Ça n'est pas aujourd'hui pour me rétracter. Ce que nous avons dit, je le maintiens, et je pense qu'il faudra réécrire et abroger d'ailleurs la loi Taubira. Ce débat sera très important et prédominant pour la primaire à l'intérieur de l'UMP. Je la respecte parfaitement, mais il faut se méfier des emballements médiatiques, des emballements sondagiers. Vous savez combien M. Hollande avait en 2011? Il y avait 2% dans les sondages. Donc vous savez, un emballement sondagier, c'est souvent ce que dure une brève éclaircie. Donc c'est pas gagné pour Alain Juppé, c'est ce que veut nous dire Bruno Retailleau. Et pour personne. Et pour personne, pour aucun des prétendants. C'est ce que simplement je signifie. C'est un sujet de société qui dépasse. On va pas en débattre maintenant parce que d'autres invités attendent. C'est là-dessus, il ne faut pas non plus de démagogie et parler d'opinion. C'est sérieux. Il y a des gens qui se sont mariés. Revenir en arrière, je pense que c'est jouer avec le feu. Le débat sera ouvert en tout cas à l'intérieur de la droite pour la primaire en vue de la présidentielle de 2017. Merci à tous les deux d'être venus. J'ai pas eu le temps de vous interroger sur l'affaire Fillon-Jouillet, mais je vais le faire avec mes invités suivants puisque le sénateur UMP Philippe Dallier, qui a interpellé le gouvernement, va venir sur notre plateau. Je vous propose, avant de le recevoir ainsi que Nicole Bricq, d'entendre la réponse du Premier ministre Manuel Valls, qui essaye de fermer la porte à cette affaire. On écoute Manuel Valls. Et je me disais, en vous écoutant, autant de lecture de la presse, une question posée avec un certain talent, mais sur un tel sujet, quelle perte de temps. Et je ne changerai pas ma réponse, celle qui fut la mienne hier à l'Assemblée nationale, aujourd'hui. Parce que c'est un petit jeu, précisément, qui ne correspond en rien aux attentes des Français. Et vous ne pouvez pas, vous-même, faire référence à l'attente des Français ou la vôtre, et il appartient à la justice d'y répondre, et apporter vous-même déjà, vous érigeant en juge et en procureur, des réponses. La justice est saisie sur ce dossier-là, elle apportera la réponse, et ni vous ni moi allons nous faire les commentateurs et les exégètes de je ne sais quelle pensée, de je ne sais quelle déclaration.
Voilà, donc Manuel Valls, tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, sa réponse à Philippe Dallier qui nous a rejoint sur ce plateau. Une question sur cette affaire Fillon-Jouillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Face à vous, Nicole Bricq, ancienne ministre du Budget, sénatrice socialiste. Merci à vous aussi d'être en direct sur notre antenne. Donc Manuel Valls, il vous a clairement dit, Philippe Dallier, que vous perdiez votre temps à l'interroger sur cette question et qu'il fallait que vous gardiez votre énergie, qu'on sait assez importante, pour d'autres débats. Et d'autres combats. Je pense qu'il a tort de vouloir évacuer systématiquement cette question en bottant en touche. C'est une affaire que nous considérons comme grave. Soit effectivement, M. Jouillet... Grave pour la droite ? Non, grave pour le fonctionnement de nos institutions. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui, soit a commis une gaffe, soit dans un moment d'égarement, a parlé à des journalistes et a été obligé de se démentir derrière. Donc c'est quand même inquiétant pour un personnage qui a des responsabilités importantes. Soit alors il a sciemment dit des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, ça met en cause un ancien Premier ministre de la France et on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé. Ce qu'aurait dit François Fillon ? Écoutez, il y avait 3 personnes à ce déjeuner. La 3e personne, qui connaît bien les 2 autres depuis très longtemps et qui a été le collaborateur des 2 autres, a confirmé la version de François Fillon et Jouillet a lui-même démenti ce qu'il avait dit aux journalistes. Donc excusez-moi, mais le problème se situe du côté de M. Jouillet, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Donc moi je pense qu'il faut sortir de cette affaire parce qu'effectivement... Et vous demandez la démission de Jean-Pierre Jouillet ? Je pense qu'effectivement la question est posée, oui. La question reste posée. En tout cas, vous n'avez pas eu de réponse de Manuel Valls. Tout ça en dit long, Nicole Bricq, sur les haines qui existent encore quand même à droite aussi. C'est bien ce que je pense. Parce que vous avez l'art et pas la manière de faire reposer la responsabilité sur le camp adverse. Tout le monde sait qu'à l'UMP, les luttes sont fratricides. Je ne vais pas vous rappeler le croc du boucher, le pendre à un croc de boucher. Bon, depuis lors, ils sont réconciliés. Tant mieux pour l'UMP. Mais franchement, porter le fer sur le fonctionnement de l'Élysée, c'est ça en fait. Derrière ça, vous voulez attaquer le président de la République. Bientôt, le président de la République, il y aura un jour sans soleil, ce sera de sa faute. Donc, assumez vos différences, vos divergences, vos combats internes. Vous avez une élection le 29 novembre. Il y a quand même eu une certaine maladresse du secrétaire général de l'Élysée, Nicole Bricq. Oui, même un mensonge secondaire, a dit Claude Barthenone. Tout est parti des propos de M. Jouillet. Donc, excusez-moi, propos qu'il a démentis ensuite. Je n'ai pas entendu un de mes collègues ici au Sénat appartenant à l'UMP qui disent que l'ancien Premier ministre n'aurait pas dit de telles choses. Je n'ai pas entendu ça. Vous savez très bien qu'il y a des règlements de compte terribles au sein de votre camp. Ce n'est pas drôle, je le consens, mais ne reportez pas le sujet de l'autre côté de la frontière. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord quand même, Philippe Dallier, qu'il faudrait peut-être refermer un petit peu cette page de cette affaire pour passer à autre chose? Passer à autre chose. Et on va d'ailleurs parler des impôts. Il y a certains de vos confrères qui s'interrogent. J'ai cité Louis Pléniel de Mediapart. Libé maintenant commence à dire un certain nombre de choses. Oui, on se demande si tout cela n'a pas été volontairement mis sur pied. Orchestré par qui? Par le chef de l'État? Pour qu'on parle d'autre chose. Voilà. Donc moi, je ne sais pas par qui, mais tout cela est parti du secrétaire général de l'Élysée et c'est cela qui est grave. Bon, tout ça, on sait. Tout ça est peut-être fait pour semer la zizanie à droite, comme à gauche en tout cas, et faire diversion. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, M. Juppé. Le jour où la sonde Rosetta allait vers cette comète au nom sympathique, au diminutif sympathique, Chouki, eh bien, il a dit regarder en haut plutôt que de regarder en bas. Allez, c'est une bonne formule, on clôt le débat là-dessus. Allez, on va regarder un peu nos feuilles d'impôts et puis l'état des finances locales. Philippe Dallier, vous sortez un rapport cette semaine au Sénat sur les finances des collectivités territoriales. Rapport selon lequel 10 à 15% de ces collectivités seraient en situation d'insolvabilité. Il y a des risques de faillite dans nos territoires. Nous sortons un rapport avec deux autres de mes collègues, Charles Guénet et Jacques Mézard. Et nous avons effectivement voulu essayer de mesurer l'impact de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, 11 milliards de moins dans les 3 années qui viennent. Le gouvernement nous disait les collectivités territoriales n'auront qu'à tout simplement limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à l'inflation et ça va passer. Alors, on a fait une chose très simple, on a mis dans une moulinette informatique les budgets des 38 000 collectivités territoriales de France, toutes.
Et on a regardé ce que ça donnait. Et les chiffres sont là. Il y a déjà effectivement 10 à 15% qui, avant cette baisse des dotations, se trouvent en situation difficile. Il y aura en 2017, si effectivement les décisions sont mises en œuvre, les 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants et 60% des départements qui seront sous la ligne de flottaison. Voilà, les chiffres sont parlants, donc il y a un véritable problème qui est posé et il va falloir que le Sénat en discute parce que c'est bien notre rôle. Il va y avoir effectivement des impacts très importants, la baisse des investissements et probablement la hausse des impôts locaux. Alors est-ce que le gouvernement, Nicole Bricq, pousse les collectivités locales à prendre des risques financiers finalement inconsidérés en baissant trop les dotations de l'État? Aucune collectivité locale, pas plus qu'un État, ne peut faire faillite. Bon, c'était un peu une image. C'est une image, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas juste en tout cas. Mais ce que vous mettez en cause, c'est le plan d'économie du gouvernement. 50 milliards jusqu'en 2017, c'est quand même lourd. Et chacun doit y prendre sa part. Parce que vous pouvez aussi citer les rapports de la Cour des comptes, notamment concernant l'augmentation du fonctionnement. Rapport de la Cour des comptes très récent. Les charges de fonctionnement ont peut-être augmenté compte tenu d'un certain nombre de transferts et compte tenu que les collectivités locales et notamment les communes doivent répondre aux besoins des populations. Mais tout le monde s'y met aux économies. Et je pense que la répartition qu'en a faite le gouvernement, elle est juste. Alors, effectivement, quand on fait 50 milliards d'économies, on mesure aussi qu'il y a un effet récessif sur le fonctionnement de l'économie, mais pas plus pour les collectivités locales que pour les entreprises et les ménages. Est-ce que l'effet direct, ça ne va pas être justement pour les ménages, avec une hausse des impôts locaux qui va arriver dans les prochaines années? Alors même que François Hollande, vous oubliez aussi même que François Hollande vient de nous annoncer qu'à partir de 2015, il n'y aurait plus de hausse d'impôts. On va y revenir. Le ministre Eckert en doute, il l'a dit ce matin, mais il va y avoir en conséquence de la baisse des dotations aux collectivités locales, effectivement la chute de l'investissement, ce qui va avoir un effet récessif puisque les entreprises du bâtiment et des travaux publics vont effectivement ralentir leurs investissements et de manière drastique. Dans notre scénario, et traduction immédiate aussi avec une hausse des impôts locaux, à votre avis, Philippe Dallier ? Et forcément avec une hausse des impôts locaux, parce que contrairement à l'État, les collectivités locales n'ont pas le droit de voter un budget en déséquilibre dans sa section de fonctionnement. Donc ces collectivités, elles ne pourront pas faire comme l'État qui finançait son déficit depuis 40 ans en empruntant. Nous, on ne peut pas. Donc forcément, nous devrons rééquilibrer et forcément, il va y avoir des hausses d'impôts. Toutes les collectivités locales doivent effectivement prendre leur part à la réduction du déficit. Madame Bricq, je partage votre avis. La question, c'est de savoir à quel rythme on va le faire, parce que pour elle, la conséquence, elle se trouvera effectivement... c'est manifeste. Vous savez, le résultat de l'étude que nous produisons, c'est pas une étude qui a été réalisée par des sénateurs de droite. D'abord, on est 2 sénateurs UMP, un sénateur radical de gauche. Et l'étude a été faite par un cabinet indépendant, et les chiffres sont là, ils sont factuels. Et nous allons avoir la baisse de l'investissement et la hausse des impôts. Et dès l'année 2015 probablement, et ça risque de s'amplifier en 2016. Est-ce que Nicole Bricq, là, il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le discours du gouvernement qui nous dit pause fiscale au niveau national, mais finalement au niveau local, il va y avoir hausse des impôts? Attendez, le Premier ministre, quand il est allé au congrès de l'Association des départements de France à Pau la semaine dernière, il s'est engagé à pérenniser le fonds de péréquation concernant les droits de mutation à titre onéreux. Autrement dit, ce qu'on appelle dans le langage courant les frais de notaire. Donc ça, c'est quand même une mesure. J'en parlais avec mes collègues présidents de conseils généraux, et notamment, par exemple, je prends le cas de l'Aisne. Mon collègue de Digny me disait que ça faisait 23 millions pour l'Aisne. Ce n'est pas rien. Donc c'est un engagement qui sera tenu. Et mais vous savez très bien, non, mais ça ne suffira peut-être pas, mais quand même, oui. Vous savez très bien que la création des intercommunalités, qui aurait dû entraîner des mutualisations de services, d'investissement, n'a pas permis de faire une rationalisation dans la dépense publique locale. Je le sais d'autant mieux. Donc il y a des efforts à faire, bien sûr. Je le sais d'autant mieux qu'en 2006, j'ai rendu un rapport sur le sujet. Mais en 3 ans, ça ne sera pas possible de réduire les dépenses à due concurrence de la baisse des dotations. Je veux vous répondre aussi sur le rythme. Allez, très rapidement, parce que je voudrais qu'on réécoute Michel Sapin tout à l'heure dans l'émission. Sur les droits de mutation, c'est symptomatique. L'État donne la possibilité aux collectivités locales d'augmenter les impôts.
et après il va leur reprocher de le faire. Mais c'est ce qui va se passer avec la baisse des dotations. Pourquoi elles vont être obligées ça d'augmenter les impôts locaux et l'État dira c'est la responsabilité des élus locaux. C'est une manière de se défausser qui n'est pas correcte. Chacun doit assumer ses responsabilités. Les 11 milliards de moins auront des conséquences. Alors je vous propose maintenant de passer à juste un autre débat pour finir cette émission. Autour de la pause fiscale, il y a eu ce couac gouvernemental ce matin au micro de RTL, Christian Eckart, qui a semblé remettre en cause la parole du président de la République. Alors je vous propose d'écouter sur ce point Michel Sapin et puis après Nicole Bricq, vous pourrez intervenir Michel Sapin tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. L'année prochaine, en faveur des ménages, ce sont plus de 3 milliards de baisse d'impôts qui vont pouvoir bénéficier à ceux qui payaient de l'impôt sur le revenu tout en ayant des revenus modestes. Et ça n'est pas ce que vous décrivez, cette soi-disant taxe sur les résidences secondaires qui va dissimuler cette baisse massive pour la première fois depuis des années et des années de l'impôt sur le revenu, en particulier des plus modestes des Français. Quant à cette taxe, elle ne porte pas sur toutes les résidences secondaires, vous le savez. Elle est à la disposition des communes qui pourront le faire si elles le souhaitent, uniquement dans certaines zones qui sont des zones d'habitat très denses, où la spéculation et la rareté des logements rend nécessaire la mise en œuvre de mesures de cette nature. Donc voilà, Michel Sapin, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat. Christian Eckart n'aurait donc pas fait de gaffe, mais quand même, il a un peu remis en cause la parole présidentielle. Est-ce que François Hollande n'a pas été imprudent lorsqu'il a promis cette pause fiscale dès 2015 ? Tout le monde est d'accord. Alors qu'il y a cette taxe sur les résidences secondaires qui a été annoncée. On arrête à partir de 2015. Là, on est en train de voter les mesures 2014 qui s'appliqueront en 2015. Mais on est en 2014, donc on est tous d'accord sur le fait qu'à partir de 2015, il n'y en aura plus. Donc on arrête d'annoncer des taxes le 31 décembre 2014. Moi, je vais vous donner ma position personnelle. Je pense que toute modification qui met en cause la stabilité fiscale, que ce soit pour les ménages ou les entreprises, est anxiogène. Il faut arrêter avec ça, parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça paralyse les acteurs économiques. Non, mais ça paralyse parce que personne ne sait ce que demain sera fait. Et ça n'encourage pas les ménages à consommer et les entreprises à investir que de changer sans arrêt la fiscalité. Il faut arrêter avec ça. Je pense que Philippe Dallier vous rejoint sur ce point. Au moins un point sur lequel on peut être d'accord. Ouais. Une dernière question, Philippe Dallier, puisqu'on apprend à l'instant que 3 parlementaires UMP ont été mis en cause par la Haute Autorité de la Transparence. Le parquet a été saisi. Ces 3 parlementaires UMP, dont le sénateur Bruno Sido, auraient des avoirs à l'étranger. Votre réaction ? J'espère que ça n'est pas exact. Mais visiblement, ça l'est, puisque la Haute Autorité de la Transparence a saisi le parquet. La piste semble sérieuse. Je ne peux que vous répondre que j'espère que c'est inexact. S'ils ont des avoirs à l'étranger et qu'ils les ont déclarés, il n'y a pas de fraude. Voilà. Bon, attendons la suite. Mais ils ne les auraient pas déclarés, visiblement, selon les précisions de l'AFP. Conditions parlementaires. Voilà, toute tendance et tout banc politique confondu, ça va accroître la défiance. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau en direct après la séance des questions d'actualité au gouvernement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur l'antenne de la chaîne parlementaire.